Bienvenue dans la bibliothèque d'une renarde et des livres, un petit podcast littéraire niché au creux de mon alcôve. Je suis Maud Renard, écrivain et lectrice critique, et ici, je vous parle de ce qui me questionne et me passionne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur la lecture d'un roman que j'avais énormément apprécié, Ouijigo d'Estelle Faye, un roman historico-fantastique en huis clos, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire en 2021. Ce livre a reçu le prix littéraire Histoire de roman en 2022, et je trouvais intéressant de revenir dessus par rapport aux thématiques qu'il aborde. Mais entrons donc dans le vif du sujet. Le récit débute en 1793, quand Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son régiment sur les côtes de Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justinien de Salers, qui se cache dans une forteresse en bord de mer. À chaque pas, la vase accrochait les semelles cloutées des bleus, qui devaient libérer leurs pieds de son étreinte dans un concert de chuintements liquides évoquant des sanglots. Avec la marée descendante, la côte empestait l'algue et la pourriture, en accord avec ce printemps malade où la jeune révolution s'enlisait dans la guerre civile et le sang. Au-delà des écueils laissés à découvert, l'océan moutonnait, fouetté par le noroît. Le vent gerçait les lèvres des hommes et portait les embruns jusque sur la colonne de soldats. À l'horizon, une barre de nuages d'encre tranchait entre le gris des vagues et celui du ciel. Une tempête approchait. Dès le départ, on retrouve cette thématique maritime très chère à Estelle Faye. Aussi, il n'est pas étonnant qu'à travers les premières descriptions, on retrouve une plume fouettée par le ressac, trempée dans les embruns et le sel, grave, fluide, poétique et efficace, qui pousse le lectorat directement dans le récit. L'écriture est dynamique, rythmée, sans superflu, et s'accorde avec le texte, alors que la troupe tente de rejoindre le donjon en ruine ceint par les eaux. Un coup de feu retentit, et une voix intime à Jean Verdier d'entrer. À l'intérieur, le vieux noble passe alors un marché avec le jeune officier. Il acceptera de le suivre, après qu'il lui aura raconté son histoire. Débute alors l'histoire de Justinien de Salers, et plus particulièrement celle d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve 40 ans plus tôt, celle d'une lutte pour la survie dans une nature hostile et froide, où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres. Justinien avait du sable entre les dents. Des grains craquèrent lorsqu'il bougea la mâchoire. Il était allongé sur une plage humide, dont le sol meuble s'incurvait sous son poids. Le flot lui léchait les bottes. Ses habits alourdis d'eau de mer lui collaient à la peau comme une carapace froide. Tout son corps n'était qu'une grande contusion. Il ouvrit les paupières avec peine. Le gris clair du ciel l'éblouit pendant quelques secondes. Le ciel semblait se balancer en équilibre précaire au-dessus du gris plus profond de la côte et du gris mouvant de l'océan. Coexistent alors deux temporalités narratives, tandis que chacun des deux personnages est lui-même le reflet de son époque. Et par ce procédé habile, on se retrouve finalement à passer une sorte de pacte aux côtés de Jean Verdier. Ce premier chapitre qui sert d'incipit est plein de promesses, et par cette mise en abîme, on passe d'une narration extradiégétique à homodiégétique. La première narration, celle avec laquelle débute le roman, se déroule dans la Basse-Bretagne de mars 1793, pendant la Révolution française, et plus particulièrement durant la choucainerie, qui voit s'opposer les républicains, ou les bleus comme on peut le voir dans le roman, aux royalistes, dans un climat de révolte paysanne, peu de temps après l'instauration de la Première République. La seconde narration, qui est celle de Justinien de Salers, débute quant à elle en 1754, à Annapolis, anciennement Port-Royal, en Acadie anglaise. On se situe durant la période dite du Grand Dérangement, avec son climat tendu, entre les Britanniques d'un côté, et de l'autre les Acadiens métis, issus du mariage des descendants d'émigrés français, avec des membres des peuples algonquiens composant la Confédération Wabanaki. Vous vous en moquez sans doute, mais nous avons un nouveau gouverneur, et il s'annonce encore moins conciliant que ses prédécesseurs. Depuis que la France nous a vendu d'un trait d'encre, comme si nous valions moins qu'un de nos ballots de fourrure, nombreux sont les Anglais qui rêvent de nous chasser de nos terres. Nous survivons ici en équilibre. Un mot de trop d'un aristocrate. Une échauffourée à l'autre bout du monde, de l'autre côté de l'océan. N'importe quel prétexte peut suffire pour nous arracher d'ici. Les Redcoats parlent de nous entasser sur leurs navires,
de nous envoyer vers les 13 colonies. Alors oui, nous aussi, nous aimerions nous tenir à l'écart des jeux politiques. Mais c'est un loisir dont nous ne disposons pas. Je précise que le roman d'Estelle Faye n'a pas pour vocation d'être un livre d'histoire. Aussi, les éléments d'information sont à peine esquissés, servant notamment de toile de fond et amenés par des personnages qui se retrouvent concernés par cette situation tendue à l'aube de ce qui conduira plus tard à des années de déportation des Acadiens métis, refusant de changer leur culture et leur religion pour celle des Britanniques. Pour autant, ces éléments n'en sont pas moins anodins et permettent, outre d'apporter un peu de connaissances pour enrichir l'ambiance générale du récit, de poser quelques réflexions politiques sur le colonialisme, les inégalités de classe et sur le racisme. Et plus simplement, il permet de lancer l'intrigue sous couvert d'un récit d'expédition motivé par la cartographie de l'île de Terre-Neuve pour devancer les Britanniques. C'est à partir de là que survient le naufrage, et le roman passe de récit historique à thriller fantastique à huis clos, au creux d'une nature sauvage, insondable et grandiose, dans laquelle règne le doute, l'angoisse, le désespoir, la folie et la mort. Aussi loin que portait son regard, des arbres blancs striaient le monde. Comme pris d'un vertige, il fut tenté de se perdre, de ne plus jamais revenir au camp, de laisser le froid et la forêt le prendre. Une pulsion si forte, si intense d'un coup, qu'il dut s'adosser contre un arbre, enfoncer ses doigts dans l'écorce. Le blanc de la neige l'éblouissait. Il ferma les yeux, laissant la luminosité rendre ses paupières translucides. Un grand soin est apporté sur la description des paysages, sur cette nature omniprésente qui en appelle à nos sens. Et petit à petit, l'atmosphère change pour devenir glaçante de malaise, et un doute quant à la fiabilité des personnages s'instaure. Assez rapidement, on pourrait voir dans ce roman un récit enlaçant le romantisme, où se côtoient fantastique, spiritualité, voyage, solitude, ruine, sentiments bruts et questionnement du soi. C'est de cette manière qu'Estelle Faye nous confronte à l'angoisse, mais surtout au monstre fait bête, au monstre fait âme, au monstre fait homme, questionné sur la vérité, alors que le doute prend de plus en plus d'ampleur. Et pour ce faire, elle aborde ainsi le mythe du Wijigo, une créature décharnée anthropophage, vivant dans les profondeurs de la forêt, issue du folklore des Premières Nations algonquiennes, qui se fait allégorie des rudesses de l'hiver, ou encore associée à divers péchés. Mais ici, cette figure sert également à déconstruire les différences de classe, de mœurs, de religion, et de recentrer sur ce qui fait l'humain et sur ce qu'il est profondément. Car dans cette nature sauvage et hostile, l'horreur n'est pas forcément là où on l'attend, et l'issue des personnages de cette expédition n'en devient que plus incertaine. Il y a toujours des légendes qui courent, des mélanges de mythes autochtones et de rimes de marins, sur les démons du Grand Nord hostile, des entités plus anciennes que les hommes qui dévorent nos âmes. Marie m'en a parlé, remarqua Justinien. Le couteau du botaniste arracha une nouvelle langue claire au bois qu'il taillait. Wijigo, déclara-t-il. C'est le nom que les Algonquins lui donnent. Le monstre qui nous dévore ou que nous devenons à force de faim, de solitude. Au fil des pages, il devient évident que plus qu'un thriller historico-fantastique, Wijigo est un roman sur la nature humaine mise à mal et sur les démons qui l'habitent. Il n'est donc pas étonnant de voir les protagonistes traités avec beaucoup de justesse et de se rendre compte de l'attention portée sur leur psychologie. Cela passe ainsi par une galerie de personnages assez hétéroclites, et par leur singularité, un lien finit par se tisser entre eux et le lectorat. Et c'est encore plus vrai avec Justinien de Salers, qui nous est livré entier de par la narration qui le prend comme sujet de focalisation. Quitter les villes, quitter les hommes, et s'enfoncer dans les forêts jusqu'à s'y perdre, jusqu'à n'être plus qu'une ombre, comme les autochtones de Terre-Neuve, ces béotucs qui, disait-on, savaient se rendre insaisissables, comme les cauchemars qui hantaient l'adolescent aux yeux trop larges. Page après page, le roman navigue entre contemplation et instant de tension, si bien qu'on finit par ne plus voir ce qui fait la frontière entre l'homme et la nature. Et c'est justement dans cet espace trouble qu'Estelle Faye vient bâtir son histoire, et met en scène ses personnages en proie à l'angoisse qui devient de plus en plus grandissante pour eux, mais aussi pour les lecteurs. Aussi, vous l'aurez compris, Wijigo est une œuvre de littérature qu'on ne lit pas pour son intrigue, mais pour son ambiance prenante et pour les questionnements soulevés à travers le texte. Mais pour certains, ces qualités pourront constituer ses défauts. D'une part parce que le roman ne cherche pas à susciter le divertissement, et d'autre part parce que ses révélations venant clore le dénouement pourront paraître prévisibles. Mais cela n'empêche pas le récit de réserver son lot de surprises,
et certains coups de théâtre ne manqueront pas d'interroger les lecteurs sur les détails qu'ils auraient pu manquer au fil de leur lecture, à commencer par la structure même du roman. Mon esprit a dérivé ensuite, au fil des cauchemars qui reflétaient sans doute le chaos des éléments autour de nous. Je préfère vous prévenir, je ne suis pas un narrateur très fiable. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de cette nuit-là. Du début à la fin, le texte s'appuie sur la tension qu'il distille au fil des pages. Et c'est là que toute la finesse d'Estelle Faye est employée pour mener ses personnages et les lecteurs dans le sens de lecture qu'elle a souhaité pour son récit. Car dans toute l'immensité de ces paysages et de cette nature qui en appelle à nos sens, il ne reste plus qu'à distinguer ce qui fait l'être ou le paraître pour comprendre ce qui se cache dans les non-dits de la narration. Ouijigo est un peu l'histoire d'une expérience livresque qui est venue à moi par hasard, sans savoir ce que j'allais trouver réellement entre les lignes de ce livre de seulement 256 pages. Mais j'ai très vite été captivée par le style, et par la puissance de l'imagerie, par la manière dont les mots sont parvenus à transcender les sens. Alors certes, on pourrait reprocher certains aspects de l'écriture, comme une économie des pronoms sujets, pour un usage trop répétitif des noms des personnages, voire l'emploi parfois un peu grossier de groupes nominaux peu pertinents et à la limite de produire des effets de lourdeur. C'est dommage, car cela relève de quelques faiblesses dans le travail éditorial. Mais en dehors de ça, pour être honnête, j'ai presque tout aimé, en particulier la poésie qui se dégage des paysages, ou encore les personnages que j'avais l'impression d'accompagner dans l'ombre. Mais peut-être aurais-je préféré une fin qui s'étire un peu moins, une chute qui me laisse juste encore un peu de doute. Et bien voilà, c'est ainsi que cet épisode de podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura donné envie de continuer cette aventure livresque avec moi, et sur ce, je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt.